Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le lundi 24 juin 2019 et donc je vais revenir environ 7 mois plus tard sur l'affaire Grégory. Donc je suggère dès le début, pour pas vous faire perdre votre temps, que les gens qui ne sont pas intéressés par l'affaire Grégory, de ne pas écouter cet audio parce que de toute façon ils vont pas comprendre et ce sera une perte de temps. Donc mon précédent audio sur le sujet, audio hors série, parce que c'est pas un sujet dont je parle régulièrement. J'en ai parlé qu'une seule fois. Et je vais en reparler aujourd'hui. Je vais expliquer pourquoi. Date du 19 novembre 2018. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, il faut aller rechercher la vidéo à cette date-là, 19 novembre 2018, qui s'appelait La malédiction de la Vologne et qui précédait le passage du documentaire en 5 épisodes sur la question. Bon, alors, l'audio d'aujourd'hui n'a pas pour but de tout réexpliquer. Je crois que tout le monde en a mal de tête, en tout cas dans les spécialistes de l'affaire. Euh, et je voudrais, dans cet audio que je vais faire aujourd'hui, euh, exposer ma frustration, parce que je suis frustré dans d'autres domaines, mais dans ce domaine-là aussi, parce que c'est les mêmes symptômes qui reviennent. Comme je le dis à mes auditeurs sur d'autres questions, l'humain, c'est l'humain. Et on retrouve dans l'affaire Grégory et dans les forums de discussion ou les pages Facebook dédiées à cette histoire les mêmes mécanismes, c'est-à-dire des tabous, des non-dits, de la censure, de la tyrannie, etc., etc. Et donc, comme d'habitude, je suis censuré, on me répond mal, on prend mes réflexions, mes questions pour de la provocation. C'est malheureusement comme ça, mais dans tous les domaines. Quand on parle d'économie, on parle de l'or, on s'essuie la haine de tous les gens qui veulent que vous achetiez des actions ou des assurances, obligations et autres. Quand on parle religion, on ramasse tous les gens qui sont affiliés à tel ou tel groupe contre soi. C'est la même chose. Et dans l'affaire Grégory, c'est la même chose. Et donc, je vais par lassitude essayer de m'exprimer dans cet audio en me disant que peut-être il y a d'autres gens comme moi qui sont frustrés, qui sont censurés et qui se posent les mêmes questions que moi. Donc je répète, je reviens pas sur l'affaire. Si ça vous intéresse, il faut taper l'affaire Grégory. Il y a Wikipédia qui explique tout en détail. C'est très compliqué, c'est très long, donc c'est pas le but. Moi aujourd'hui ici, je voudrais soulever les points qui me semblent à moi, observateur extérieur à cette affaire, qui me semblent flous, pas normal, pas assez exploré, pas assez mis en avant. Je précise dès le début, parce que je sais que je m'adresse à des gens partisans, comme d'habitude, que moi je n'ai pas d'idées préconçues et très honnêtement, ça m'est complètement égal qui est vraiment le responsable de tout ça. Égal dans le sens que je n'ai pas de quelconque intérêt à accuser l'un ou l'autre, de salir telle ou telle personne. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas même pas un avocat, je suis un observateur. Et j'ai étudié l'affaire. Et je suis quelqu'un qui va au fond des choses et qui s'attarde sur les points qu'il juge étranges. Et je veux partager avec vous ce qui me paraît étrange. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Ça, c'est un autre problème. C'est pas le but de cet audio de vous diriger, puisque encore aujourd'hui, et moi également, comme vous tous, je ne sais pas qui a commis cet acte, ni comment, ni pourquoi, on ne sait rien. Mais on a des éléments et on peut quand même se poser des questions. C'est important. Alors, quelles sont ces fameuses questions que je me pose? Quels sont les faits qui m'interpellent? À nouveau, j'ai abordé ce dossier sans idée préconçue. J'ai analysé tous les faits et j'ai relevé des choses que je jugeais un peu bizarres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Je rajouterai ceci, avant que j'oublie, que je suis quand même quelqu'un qui fait beaucoup confiance à- au langage corporel, aux expressions non verbales, au visage. Et donc,
c'est vrai que j'ai un petit peu aussi des convictions qui sont un peu bien à moi sur cette affaire. Ma conviction, c'est la suivante. Je juge qu'il y a des gens dans ce dossier qui savent, d'autres qui savent, mais qui ne savaient pas tout, et d'autres qui ne savaient rien. Et ici, dans cette affaire, au bout de toutes ces années, il y a deux camps qui se sont formés, principalement. Le camp qui accuse Bernard Laroche, qui est en fait un cousin du père de Grégory, et il y a le camp qui accuse la mère Christine Villemin, la maman du petit Grégory. Bon. Euh, Quand une affaire est compliquée, quand on voit des incohérences, quand on ne trouve pas de solution, c'est peut-être parfois parce que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, et peut-être divers intérêts se sont entrechoqués, ce qui crée une confusion. Je m'explique. Il paraît clair qu'à un moment donné, il y a des gens dans la famille qui ont été jaloux de Jean-Marie, qui connaissent les secrets de famille, les secrets, peut-être pas des vrais secrets, des rumeurs, des ragots, des déductions, des médisances à propos des parents de Jean-Marie, qui est le père de Grégory, donc plus précisément Monique et Albert, et à travers le téléphone et puis des lettres, s'amusent à humilier, rabaisser, insulter cette famille Villemain. On va pas revenir sur les détails, c'est pas important, mais ça c'est un élément. Ce qui me perturbe, c'est dans le cas des témoignages de Christine Villemain, c'est qu'on veut nous faire accepter, sans discussion, sans question, sans remarque, des affirmations un peu douteuses. À quoi je pense? Christine Villemain nous dit que ils ont eu plein d'appels anonymes, des insultes, des menaces, etc., etc. Et qu'une nuit, le mari était au travail, et qu'une nuit, elle entend la porte d'entrée voler en éclats avec la vitre qui tombe en mille morceaux. Tout ça en disant, j'ai entendu des pas dans le gravier, etc. Et puis une autre fois, de nouveau des pas dans le gravier, et il y aurait eu une lettre anonyme qui aurait été glissée entre les volets. Et elle rajoute même qu'elle aurait vu un bras s'échapper dans la nuit. Pour moi, ces histoires-là, indépendamment de tout le reste après, l'affaire, le crime, etc., c'est des histoires qui tiennent pas debout. Parce qu'on a affaire à des corbeaux qui masquent leur voix, qui attaquent à distance, téléphone, courrier. Et donc, on veut nous faire croire qu'ici, ils viennent en personne marcher dans les graviers pour casser une porte, enfin la vitre d'une porte, et pour glisser une lettre dans les volets. Ça, c'est l'exemple d'histoire que moi, je ne peux pas accepter. Ma logique refuse que ce soit possible. Et ce que je déplore dans tous les forums de discussion et les groupes Facebook, etc., qui parlent du sujet, c'est que de nouveau, on a affaire à des techniciens. Oui, mais le timing, 17h32, 17h37, oui, mais c'est possible que c'est 20, et donc l'autopsie, bon. Moi, j'aimerais beaucoup m'attarder sur l'humain. C'est très important, l'humain, dans ce genre d'affaires. Parce que dans cette affaire, quand on la connaît bien, il y a beaucoup plus que jalousie matérielle, ils ont une belle maison, etc. Tous ces gens ont une maison, tous ces gens ont une voiture, tous ces gens ont des enfants. Et c'est pas un élément qui semble être extraordinaire. Par contre, il y a des histoires d'ordre sentimental très étranges. On sait que Christine, avant d'être avec Jean-Marie, a eu une histoire d'amour qui s'est terminée, je ne sais pas trop comment, mais un petit peu une histoire qui a flotté là autour d'elle. On sait que Jean-Marie, avant d'être avec Christine, s'était rapproché
de la future épouse de son frère Michel, qui n'a pas voulu de lui parce qu'il était trop jeune. Euh, on sait qu'il y a des incestes, on sait qu'il y a des non-dits, on sait qu'il y a des enfants illégitimes, on sait qu'il y a des petits ragots concernant le traitement de tel ou tel enfant. Donc en fait, il y a toute une série de choses de l'ordre du sentimental. Et je trouve qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Tout le monde parle d'argent, le divan en cuir, la maison, je ne sais pas quoi, que Jean-Marie et Christine ont été en vacances en Italie, qu'ils avaient un bel enfant. C'est pas assez pour justifier. Moi, je n'adhère pas à la thèse que ça mène au crime d'un enfant. Par contre, j'adhère beaucoup plus au fait que des blessures de cœur, des frustrations de cœur, des jalousies de cœur sont beaucoup plus nourrissants au niveau des ressentiments et des traumas intérieurs que des jalousies matérielles. Parce que si c'était que ça, hein, eh bien, on peut imaginer qu'on met le feu à la voiture, qu'on met le feu à la maison, que sais-je, que on fait des choses un petit peu de l'ordre de la calomnie, crève les pneus, etc., etc. Ici, on parle, je le rappelle et j'insiste, parce qu'on n'a pas l'air de mesurer la chose, on parle d'un kidnapping d'enfants en plein jour, d'une mise en scène macabre avec des petits fils autour des poignets, du cou et des pieds, et d'une projection de ce cadavre dans une rivière. Bon, là aussi, je vais tout de suite d'ailleurs expliquer une autre chose qui me semble problématique. Il faut savoir, je reviens juste sur un petit point technique de l'affaire, il faut savoir qu'on nous dit que vers 5h moins 5, Christine prend son enfant sur la nourrice, elle le ramène chez elle, là l'enfant veut rester dehors pour jouer et elle le laisse jouer avec ses voitures, elle rentre dans la maison, ferme la porte, garde les volets fermés, sort sa table de repassage, repasse du linge avec la radio RTL à fond, et que vers 17h10, 15, l'enfant n'est plus là. Bon, on n'a rien entendu, on n'a rien vu. Je rappelle qu'au mois d'octobre, à 17h, il fait jour. Je rappelle que dans ces vallées, avec des jumelles ou avec un regard attentif, tout le monde voit ce qui se passe chez tout le monde. Surtout les gens qui vivent un petit peu en hauteur. Je rappelle, je rappelle qu'on nous dit certaines choses, quand après on a démenti, que oui mais non. Bon, on a dit que 3 collègues de Christine l'ont vu poster une lettre à la poste. On nous dit que le voisin promenait son chien, est passé à 17h10 devant la maison, il n'a vu ni voiture ni enfant. D'accord, c'est flou, d'accord, c'est pas avéré, mais ça a été dit. Et surtout, on nous dit, puisque on a l'air de dire, de prendre comme acquis, de prendre comme définitivement acquis le témoignage de Muriel Boll, comme quoi, oui, on a tout fait, on a pris l'enfant, enfin, tout est avoué comme ça. Et je vais y revenir, c'est aussi une incohérence. On nous dit que Bernard Laroche aurait parqué la voiture dans le renfoncement, en bas du terrain, et qu'il aurait traversé en allant et en revenant 2 fois plus de 200 mètres à travers les champs pour aller chercher l'enfant dans les graviers. Personne, personne ne s'attarde sur le fait de dire, pendant ces 200 mètres, cet homme pouvait être vu, en plein jour, par les voisins, par les fermiers, par les responsables du champ, par Madame Untel qui devait promener ses vaches à cette heure-là, etc., etc. Et personne ne nous dit qu'à tout moment, quand il a fait ça, comme on le dit, la maman pouvait émerger de la maison et dire Bernard, que fais-tu là? Et tout capotait. Ça semble être comme ça quelque chose de tout à fait simple et de réalisable, de traverser les champs, de prendre un enfant, de ne pas faire de bruit, de ne pas croiser la mer, de ne pas croiser de voisins, et depuis d'embarquer l'enfant, etc. Bon. Je reviens sur cette affaire de Muriel Boll, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, parce que voilà, bon. Je fais appel à votre logique.
à votre intelligence, au lieu de crier avec les loups. Pourquoi un homme, certes, un peu bourru, un peu nounours, un peu bébête, un peu simplet, un peu gâteau, d'abord aurait un projet criminel, à ce que je sache, je pense ne pas me tromper, vous pouvez le dire dans les commentaires, à ce que je sache, ce monsieur n'a aucun antécédent judiciaire. Vol, viol, kidnapping, abus, bagarre, alcoolisme ou que sais-je. C'est quelqu'un qui travaille, qui est marié, qui a une maison, voire deux, je crois, et qui a une vie tout à fait normale. Et d'ailleurs, on le voit à travers toutes les vidéos. Moi, personnellement, mais je peux me tromper, je ne suis pas infaillible, je ne vois pas en Bernard Laroche un profil de personnage machiavélique, kidnappeur, programmateur, organisateur de ce genre d'actes. Mais soit, admettons. Pouvez-vous imaginer une demi-seconde que un homme qui se prépare à commettre ce genre d'acte va s'encombrer d'une gamine de 15 ans, agitée, émotive, rebelle, limite garçon manqué, pour l'accompagner dans sa funeste aventure de kidnapping et d'assassinat? C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Et si ça avait été le cas, si ça avait été un arrangement familial, la sœur de Muriel Boll, Marie-Ange Laroche, aurait briefé sa sœur. Écoute, voilà, toi ta mission c'est ça. Attention, tu dois rien dire, sinon ceci, sinon cela. Tu dois toujours nier si jamais la police te questionne. Elle aurait été briefée. Au lieu de ça, on a une jeune fille. Bon, tout le monde dit que ça s'est passé normalement. On n'était pas là, hein. Mais on a une jeune fille qui très très rapidement commence à dire il m'a pris à l'école, on est parti à l'épange, il est parti de la voiture, il est revenu avec un enfant, j'ai pas posé de questions, on est parti avec l'enfant, là-bas il est descendu avec l'enfant, et puis il est revenu sans lui. Et tout ceci en fait se passe comme si on part à la pêche au canard, très rigolo, ouais bof, qu'est-ce qu'il y a, bon. Donc à un moment donné, il faut quand même, il faut quand même voir ce qui est cohérent de ce qui n'est pas. Parce que sinon, si on prend tout pour acquis, tout pour normal, tout pour indiscutable, on peut plus discuter. Et on peut pas comme ça rejeter d'un revers de la main tout ce qui va dans un sens et accepter tout ce qui va dans l'autre. Oui, effectivement, il y a eu certains témoins, de confiance ou pas, je ne sais pas, qui ont dit avoir vu une voiture verte avec un monsieur avec des moustaches et une jeune fille rousse. Oui, ça fait partie des autres éléments. Oui, l'inspecteur Corazzi a dit dernier témoin, premier suspect. La dernière personne, la seule chose dont on est sûr et certain, c'est que la dernière personne qui a vu Grégory, c'est sa maman quand elle l'a pris chez la nourrice. Après ça, plus personne ne l'a vu. Ni un voisin, ni un ami, ni un voyeur, un guetteur, ou que sais-je. Personne ne sait. Personne ne sait, c'est très important, je répète ça pour que ça rentre bien dans les esprits. Personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé après 16h57. Tout ce qu'il y a après, ça repose sur des on dit, elle affirme, sans confirmer, pas de témoin, pas de... Voilà. Donc moi je dis, c'est on ne sait pas. On ne sait pas. La réalité, c'est ça de cette affaire. À 16h57, plus personne
plus personne, sauf sa maman, ne sait ce qui se passe avec cet enfant. Ça, c'est la réalité. Donc, une fois qu'on intègre ça, euh, il faut ouvrir son esprit à toutes les possibilités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas d'un vol, on ne parle pas de bouter le feu, on ne parle pas de crever des pneus, on ne parle pas d'envoyer des lettres, on ne parle pas de faire des appels anonymes. On parle d'un acte criminel sur un enfant de 4 ans. Donc ça demande quand même toute une mise en place psychologique très très importante qui demande plus qu'une simple euh, haine, jalousie, comme on décrit les gens dans cette affaire. C'est un acte d'une profondeur de rage qui va très 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 loin et qui selon moi fait appel à des choses qui vont bien plus loin que la jalousie matérielle, bien plus loin. Je répète, il ne s'agit pas de tuer le chien du voisin, de mettre le feu à sa grange, je sais pas quoi moi, de nuire. Il s'agit de tuer un enfant avec tout ce que ça suppose. Plus, je souligne et je répète, si on s'en tient à la version officielle, tout ceci se passe en plein jour, dans une journée d'octobre très ensoleillée, où la plupart des gens sont en dehors de chez eux. Et donc, nous devons tous intégrer l'idée et l'accepter sans broncher que un homme traverse un champ de 200 mètres, prend un enfant, retraverse un champ de 200 mètres, prend sa voiture, part vers la ville voisine de Doncel, et là-bas, soit jette l'enfant dans la rivière, soit le confie à d'autres gens qui, eux, vont le jeter à la rivière. Tout ça avec des gens partout, des gens qui quittent de leur travail, des gens qui sont dans leur jardin, des gens qui sont au bord de la rivière, en plein jour, dans des endroits où tout le monde observe tout le monde. Dès qu'il y a quelque chose d'inhabituel, ça attire l'attention. On peut quand même légitimement se poser des questions. Une des questions que moi je me pose, et dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'il y a d'un côté l'heure du kidnapping, qui que ce soit qui l'ait commis, mais il n'y a absolument aucune garantie, aucune preuve de l'heure à laquelle le corps a été jeté à la rivière. Rien ne dit que tout ceci n'a pas été fait avec un grand temps d'écart. Par exemple, l'enfant mort à 18 heures moins quart, à 18 heures, est jeté à l'eau bien plus tard. Et entre-temps, cet enfant était dans le coffre d'une voiture de X ou Y personnes. Parce que, après que l'alerte a été donnée, que les recherches ont été lancées, il faut savoir que tout ce beau monde dans cette vallée, tout le monde a pris sa bagnole et tout le monde a tourné. Jean-Marie est parti avec un flingue chez les Jacquel, Christine cherchait l'enfant partout, et Michel cela, il a reçu un appel, puis il est parti. Tout le monde a bougé. Entre 18 heures et 21h15, quand on retrouve le corps, il y a 3 heures et quart. 3 heures et quart. Et rappelez-vous, on dit qu'il y avait très peu d'eau dans les poumons de l'enfant. Et que son corps était calme, apaisé, et ne semblait pas avoir été dans l'eau depuis très longtemps. À 21h15. Ça signifie que ce corps a pu être jeté à l'eau à la nuit tombante vers 20h, par exemple. Et que une heure, un quart plus tard, on l'a retrouvé. On n'insiste pas assez là-dessus. On dit les emplois du temps, les emplois du temps. Oui, il y a le kidnapping, c'est une chose. Et je rappelle, à 16h57, plus personne ne sait où est l'enfant, sauf la mère. Et si on s'en tient à sa version, il disparaît à 17h10 de devant chez elle, sans qu'elle n'ait rien entendu, rien vu, et qu'aucun voisin n'ait rien vu, rien entendu. Au contraire, un voisin passe avec son chien, il ne voit ni la voiture, ni l'enfant. Bon. Alors, quand on dit ce que je dis,
on me dit, salaud, tu accuses la mère, elle a eu un non-lieu, t'as pas le droit, on va te bannir, on va te censurer. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Dire que la mère, avec les deux affaires de lettres et de vitres cassées, a peut-être inventé ça parce que elle voulait un petit peu mettre la pression à son mari pour quitter l'endroit en disant que c'était insupportable. D'ailleurs, je ne comprends pas, honnêtement. Ça aussi, il faut le dire. Je ne comprends pas comment ces gens qui ont des appels anonymes, des menaces, des jalousies, des vitres cassées, des visites de nuit avec des lettres au volet, etc., 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 toute une famille avec arrosée d'appels anonymes et d'insultes, des 20 appels par jour, 30 appels par jour, des lettres en rafale. Comment ces gens restent là et vivent et rigolent et mettent l'enfant devant chez eux sans surveiller, etc. Parce que je vous avais dit au départ qu'il ne faut pas mélanger les deux affaires. Il y a l'affaire des corbeaux et il y a l'affaire du meurtre. C'est deux choses, pour moi, très différentes. Pourquoi? Les lettres et les appels, elles sont totalement stoppées, puisque le corbeau écrit dans une dernière lettre Adieu, cher con, quelque chose comme ça. C'est la dernière fois que je vous parle, j'arrête ici et vous ne saurez jamais qui je suis, etc. Ça arrive 18 mois, 18 mois avant l'enlèvement et le crime. Ça veut dire qu'en 18 mois, soyons un minimum intelligents, s'il vous plaît. Pas possible de ne pas penser à ça. Ça veut dire qu'en 18 mois, il est tout à fait possible de récupérer cette vieille histoire, qui semble être une histoire de famille, qui impliquerait sans doute Michel avec Marie-Ange, la femme de Michel, et peut-être les Jacob. Enfin bref, c'est pas intéressant. Des trucs d'enfants, on appelle, on insulte, on envoie des lettres, on écrit en majuscule pour pas faire reconnaître son écriture. On a cette affaire-là, qui est une affaire, et après 18 mois de silence, on a quelqu'un qui veut établir un lien avec cette affaire de Corbeau. Comment? En postant une lettre de revendication entre 17h et 17h15 à la poste de l'Épanche, et en passant un appel de revendication à 17h32 à Michel Villemain, le frère de Jean-Marie, père de l'enfant, avec aucun témoin pour corroborer cet appel. Ça veut dire quoi? Je voudrais insister là-dessus parce que c'est vraiment important. Tout d'abord, la lettre. La lettre arrive le lendemain, puisqu'elle est postée à 17h. Elle arrive le lendemain, quand l'affaire est déjà terminée. L'enfant est mort, etc., etc. Le mort est retrouvé. Je vous rappelle une chose. Si vous mettez une enveloppe timbrée dans une boîte aux lettres, vide, et qu'elle arrive chez vous le lendemain, et que vous l'ouvrez, et que vous mettez une lettre dedans, personne ne peut prouver que cette lettre était dedans lors de l'envoi ou a été mise dedans après. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. C'est pourtant enfantin. Vous vous envoyez une enveloppe vide avec un timbre, vous la mettez dans une boîte aux lettres, elle vous arrive vide chez vous, avec le poinçon de la poste. Vous l'ouvrez et vous mettez une lettre dedans. Vous dites, ah, on m'envoie une lettre. En fait, il n'y avait rien. C'est quelque chose qui est envisageable. Envisageable. Pour dire, je m'envoie la lettre, si l'affaire arrive à son terme, ben, je mets la lettre de revendication dedans. Si elle n'arrive pas à son terme, ben, la lettre est vide et c'est pas grave. Ça devient quelque chose de pas important. Donc, moi, à un moment donné, en tant qu'observateur neutre, je me dis, je réfléchis en tant que personne neutre. Je me dis, quels sont les éléments solides qu'on a, fiables, durs, sérieux, indiscutables, indiscutables. J'insiste sur le indiscutable, d'accord? Et pour moi, les vitres cassées de la porte et les bras la nuit et les pas dans le gravier, c'est pas indiscutable. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de logique. C'est pas indiscutable. Au contraire, c'est très discutable. Donc, qu'est-ce qui est indiscutable? Indiscutable. 16h57. 16h57. Le, le gosse quitte sa nourrice pour partir avec sa mère.
indiscutable, sûr et certain. Plein de gens ont vu passer la voiture de la maman, la nourrice confirme, etc. Donc indiscutable. OK? Deuxième point, on n'a personne qui dit qu'il a vu quelqu'un mettre une lettre à la poste, cette fameuse lettre de revendication. Sauf 3 collègues de Christine qui, il me semblerait, je n'ai pas bien compris, mais qui semblerait qu'elles ont menti, qu'elles n'aimaient pas Christine, elles se sont trompées de jour, etc., etc. Bon, admettons. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a dit, j'ai vu, en dehors de ces 3 collègues, j'ai vu Christine mettre une lettre, j'ai vu Bernard Laroche mettre une lettre, j'ai vu Muriel Boll mettre une lettre. Personne n'a vu quelqu'un mettre une lettre à la poste. Je rappelle, nous sommes en plein jour, il fait beau, et les gens sont beaucoup en dehors de chez eux. Ok. Et c'est une heure de sortie de bureau, 17 heures. Donc ça va et ça vient en tous les sens. Ok. Très important les horaires. Deuxième fait indiscutable, c'est le corps qu'on retrouve à 21h15 à Dossel dans la rivière. Donc, entre 16h57 et 21h15, il y a 4 heures écart, 4 heures écart, où personne ne sait vraiment, avec des témoins, avec des confirmations, où est l'enfant. Est-ce qu'il est rentré chez lui? Est-ce qu'il a vraiment joué devant chez lui? Est-ce que Bernard l'a pris? Est-ce qu'il a été tué et puis gardé dans un coffre et puis jeté à la rivière? Etc., etc. Personne ne sait rien. L'appel de Michel? Pas corroboré, pas fiable. Est-ce qu'il a inventé? Est-ce qu'il a changé ce qu'on lui a dit? Est-ce qu'il a seulement reçu un appel? Personne ne le sait. Donc ce que je veux vous dire, à vous, auditeurs neutres comme moi, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même admettre qu'on a très peu d'éléments fiables et indiscutables pour juger et pour dire c'est sûr que c'est pas elle, c'est sûr que c'est lui, et c'est sûr que Muriel a dit la vérité dans sa première audition. Non, c'est pas vrai. Parce que nous sommes face à des choses illogiques, euh, pas corroborées. Pas corroborées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui a vu cet enfant après la nourrice. Personne ne l'a vu, personne ne sait. Donc on peut nous dire n'importe quoi. Et je ne vois pas pourquoi X ou Y, Z est moins ou plus menteur qu'un autre. Je vous ai parlé tout à l'heure du langage corporel. Ben, moi j'ai une certitude, mais une certitude n'est pas une preuve. Donc, ça n'a pas beaucoup de... Ça vaut ce que ça vaut, comme on dit. J'ai une certitude, c'est que pour moi, Jean-Marie Villemain, le papa de l'enfant, et Bernard Laroche, le mari de Marie-Ange, père de Sébastien, sont 2 hommes innocents, manipulés, et dont on a joué avec la sensibilité ou la bêtise ou la bonté, etc. Je rappelle quand même, on n'insiste pas assez là-dessus, que Bernard Laroche, c'est le seul gars dans cette affaire qui s'occupe d'une de ses tantes attardées mentales. Il va chez elle, il l'aide, il ramène des courses. De la vie de tous ses collègues de travail, des gens qui le connaissent, d'un homme qui a le cœur sous la main, qui aide, qui rend des services, etc. Je suis désolé, il faut en parler aussi, parce qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui a été suspecté par les études graphologiques des lettres et qui a été abattu. C'est quand même, hein, je veux dire, il a, c'est grave, quoi. C'est grave. Et donc, il n'est plus en mesure de se défendre. Pour qu'à la fin, il y ait 8 graphologues qui disent, on pense que c'est plutôt la mère. Et maintenant, on nous dit, ah, c'est les Jacob. Vous comprenez? Pourquoi la graphologie n'est pas une science exacte? Parce que j'ai fait le test moi-même. N'importe qui d'entre nous
On écrit un texte avec la main gauche, si on est droitier, et vous allez voir que les lettres ressemblent beaucoup à la lettre de revendication du crime. Franchement, moi je l'ai fait, on aurait dit que c'était moi. Donc en fait, n'importe qui a écrit de la main gauche peut avoir écrit cette lettre. Franchement. Je suis catégorique là-dessus, j'ai fait le test avec d'autres personnes aussi. Quand on n'écrit pas avec sa main, on a ce genre d'écriture très tordue, très enfantine, très basique, comme cette lettre-là. Bref, je suis pas graphologue, je veux pas jeter l'anathème sur cette science, si c'est une science, mais il me semble qu'on a accusé beaucoup de gens à la légère avec ça. D'abord, c'est sûr, c'est Bernard Laroche. Et puis, c'est sûr, c'est Christine. Et puis maintenant, on reconnaît des lettres comment ça s'appelle, Marcel Jacob et sa femme. Bon, bref. Donc moi, tout ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des questions de logique. Vous comprenez? Pourquoi un gros nounours gentil qui rendait service à tout le monde, et on le voit sur sa tête, il va aller chercher sa belle-sœur au collège, chose qu'il ne fait jamais, pour l'amener avec lui en étant en gros un témoin gênant. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et si ça avait été le cas, je le répète, je l'ai déjà dit plus tôt, elle aurait été briefée et surbriefée par ou Bernard ou Marie-Ange, etc. Apparemment, elle n'a pas été briefée. La fille était là, oui, on a fait ça. Ah ben non, ah ben c'est pas vrai, je me suis trompé, j'ai eu peur des gendarmes. Enfin bref, je rappelle qu'on a affaire à une gamine un peu, ça se voit dans tous les documentaires, un peu nerveuse, émotive, un peu garçon manqué, un peu dans l'âge difficile, l'âge ingrat, 15 ans, voilà, dans ce milieu un peu étrange. Bon, on n'a pas affaire à quelqu'un d'ultra équilibré, sensé, posé. Bon, faut en tenir compte de ça aussi. Donc, ce que je veux vous dire, désolé, ça fait long, mais vraiment c'est important, c'est qu'il faut cesser les tabous et dire oui, mais la justice a remis un non-lieu, oui, mais Bernard Laroche a été remis en liberté. Il faut arrêter avec ça, parce que la justice, c'est la justice des hommes. D'ailleurs, je vous rappelle la fameuse phrase du juge Lambert dans l'émission Apostrophe. Il a dit que cette affaire ne concerne pas la justice des hommes, c'est quelque chose qui relève de la folie. Il a dit ça. Je rappelle d'ailleurs, je l'avais déjà parlé de ça, je rappelle que ce juge, ça paraît complètement fou, ce juge s'est donné la mort en 2017, quand on a rouvert le dossier. C'est complètement fou en fait. C'est c'est une histoire complètement hors du commun. Et c'est une histoire, si à un moment donné, on ne met pas en doute certaines affirmations, qu'on dit, cette femme-là ne ment sur rien. Parce que dans la vie, je vous apprends rien. Dans la vie, vous pouvez mentir sur certaines choses et pas sur d'autres. Parce que, à tel moment de votre vie, dans telle circonstance, vous avez fait un petit mensonge parce que vous aviez tel ou tel objectif. Mais ça ne veut pas dire que vous mentez sur tout. Et inversement, vous pouvez dire une vérité mélangée à des mensonges. Donc les choses, il faut vraiment être neutre dans une affaire judiciaire. Il faut être très neutre, ouvert à toute possibilité, ouvert à toute piste possible, et ne pas prendre pour acquis des choses comme ça. Oui, mais c'est impossible parce qu'à 17h32, un tel était là. On ne sait même pas à quelle heure le corps a été jeté dans la rivière. En quoi vous voulez faire jouer le timing dans cette affaire? Tout ce qu'on sait, c'est l'affirmation de la maman qui vaut ce qu'elle vaut. Mon fils était devant la maison, il jouait dans les graviers avec ses voitures. Je l'ai mis là vers 17h, 17h05. Je suis rentré dans la maison, j'ai fait du repassage en écoutant RTL et les volets étaient fermés. Je n'ai rien vu, rien entendu. Quand je suis revenu, le petit avait disparu. Il était 17h15, 17h20. Donc, on se tient à ce témoignage-là parce que pour le reste, on n'a personne, je répète, voisin, observateur, fermier, je sais pas quoi, personne qui valide ça. Personne. Donc, la seule réalité plausible et indiscutable qu'on a, c'est l'heure qu'il a quitté la nourrice, 16h57. Pour le reste, c'est une question d'adhérer aux affirmations de quelqu'un sans sourciller.
Moi, dans une affaire de crime, je suis pas prêt à accepter ça. Je dis, tout le monde est suspect, et peut-être qu'il y a plusieurs responsables, peut-être qu'il y a des raisons qui nous échappent, des raisons, vous savez, franchement, faites des recherches. Les prisons sont pleines de gens qui ont commis des actes innommables, même des femmes, euh, absolument incompréhensibles. Ici, en Belgique, on a eu une femme qui s'appelait Geneviève Lermite, qui a une femme sans histoire, hein, je crois enseignante, normale, gentille, polie, tout ce que vous voulez. Eh ben, elle a égorgé ses 5 enfants. Elle a eu un coup de folie. Elle a eu un coup de folie. Ça arrive. Ce n'est pas de la science-fiction. J'ai pas dit que c'est le cas ici. Pas du tout. Je n'en sais rien. Mais je dis qu'il faut arrêter de croire. C'est anti-intellectuel de penser ça. Il faut arrêter de croire qu'il y a des gens bons et innocents 100% du temps et qu'il y a des gens mauvais et bizarres 100% du temps. C'est pas comme ça la vie. Dans la vie, il y a des gens qui ont l'air très bizarres, qui ont l'air très voyous et qui sont des braves gars. Même ils sont tatoués, ils ont l'air d'être des voyous et tout. Ils viennent vous aider à changer votre pneu sur le bord de la route. Vous êtes étonné. Et il y a des gens éduqués, polis, gentils, prévenants, ce que vous voulez, qui font des choses incroyables dans certaines situations. Donc, moi, mon feeling, mon impression personnelle, qui n'est pas une vérité judiciaire, c'est que Vilma, Jean-Marie, et Bernard Laroche, tués par Vilma, je rappelle, puisqu'il pensait qu'il était le tueur de son fils, à tort ou à raison, j'en sais rien, pour moi, ce sont 2 innocents. Par contre, je vois toute une série de gens dans cette affaire. Marie-Ange Laroche, Monique Villemain, la grand-mère du petit, Christine Villemain, beaucoup de femmes, hein, vous voyez. Muriel, témoignage, puis rétractation. Bon, je vois tous des gens très étranges parmi ces gens-là. Toutes ces femmes, je les trouve très étranges. Sans parler de la fameuse Jacqueline Jacob, qui fait des parties d'échangisme et puis qui part avec son amant, puis revient, puis repart, et puis revient. C'est très étrange tout ça. Très étrange. Je vois des gens étranges. Et quand je vois Jean-Marie et Bernard, je vois des hommes simples, vrais, émotifs, banals, normaux. Ça, c'est ma sensation. Cette histoire, pour moi, c'est une histoire de haine féminine. De quelle femme, comment, pourquoi, qui a manipulé, qui aurait tiré les ficelles, ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais ça, c'est ma sensation d'observateur. Et je trouve vraiment regrettable, en fait, que beaucoup de gens qui sont sur cette affaire depuis des années, qui tiennent des forums, qui passent pour des experts et tout, refusent l'idée que c'est pas clair du tout. Refusent l'idée que, par exemple, dans le cas de Bernard, apprécié de tous ses collègues, cœur sous la main, s'occupe de sa tante Lucette handicapée, euh, enfin, on n'a aucun élément, un passé judiciaire, un viol, un truc, on n'a rien en main pour dire ce type est capable d'une atrocité. Sans parler qu'on n'a aucun témoin qui dit qu'on l'a vu marcher avec un enfant ou qu'on l'a vu en voiture du côté de Dossel. Zéro, nada. Il faut quand même le dire, ça. Et donc, ici, je pense qu'on n'arrive pas à une solution dans cette affaire parce qu'il y a des pistes et des témoignages qu'on refuse de remettre en question. Et comme je vous l'ai dit ici, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Par exemple, Muriel qui dit, dans un premier temps, Bernard est venu me chercher au collège, on a été là-bas, 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 il est revenu avec un enfant, il est reparti avec l'enfant. Tout ça comme si c'était complètement banal. Elle pose aucune question et elle a jamais été dans tous ces endroits-là. Elle se demande pas pourquoi on l'amène là-bas. Et tout le monde trouve ça normal, possible, qu'un type qui n'a aucun signe de ce genre-là puisse amener une espèce de témoin avec lui, femme, jeune fille qui est tout sauf fiable, qui est nerveuse, qui est dominante, qui est rebelle,
qui a 15 ans, enfin bon, autant se tirer une balle dans le pied, en gros, hein. Donc, il y a des choses qui ne collent pas. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. Et moi, je voudrais que les chercheurs de vérité dans cette affaire s'en tiennent à des éléments fiables. L'horaire qu'on quitte la nourrice, l'horaire qu'on trouve le corps dans la rivière. Entre-temps, il y a 4 heures et quart, les amis. 4 heures et quart, dans lequel les gens affirment tout ce qu'ils veulent. J'étais là-bas, j'achetais du vin, j'ai reçu un appel du corbeau, il y a une lettre du corbeau qui a été postée, l'enfant a disparu, l'enfant jouait. Voilà, tout le monde raconte des histoires. Vrai ou faux, j'en sais rien. Mais les éléments fiables, solides, durs qu'on a en main, c'est 16h57, on quitte la nourrice. 21h15, on retrouve le corps dans la rivière. Et pendant 4 heures et quart, 4 heures et quart, c'est énorme. Chacun y va de sa petite histoire. Qu'on ne sait pas corroborer, qu'on ne sait pas confirmer, qu'on ne sait pas vérifier. Et qu'on doit accepter comme ça, comme quelque chose d'indiscutable. Et je suis convaincu, je vais conclure là-dessus, que si on n'arrive pas à une vérité dans cette affaire, c'est parce que chaque protagoniste, y compris le père, Jean-Marie Villemain, chaque protagoniste se fixe des barrages dans sa tête, se fixe des interdits et des tabous qui empêchent d'admettre certaines évidences. Je ne vais pas les répéter, je l'ai fait pendant 45 minutes. Bon, je m'excuse d'avoir été long. Je voulais vraiment un petit peu vider mon sac par rapport à ma frustration de voir que beaucoup de questions comme ça, de choses on prend pour acquises ne sont pas remises en question, et que dès qu'on le dit, on est un monstre qui veut accuser telle ou telle personne. Je dis non. Je dis, il faut à un moment donné voir les faits froidement et essayer de réfléchir là-dessus. Parce que sinon, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et on ne peut pas avancer comme ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Peut-être à une prochaine fois. Et j'espère que certaines personnes m'auront compris dans ce dossier, afin que on puisse quand même avoir des débats un peu plus intéressants et un peu plus profonds que juste répéter la roche est un monstre, les Jacob l'ont aidé. Oui, c'est une piste, mais il y en a d'autres. Et d'autres, peut-être inexplorées. Les Jaquel, les machins, l'épouse de Michel, il y a plein de choses, il y a plein de choses à creuser. Il faut pas se fixer de barrières mentales et de dire je refuse l'idée que ça peut être telle ou telle personne. Non, c'est l'humain. Les prisons sont pleines d'êtres humains qui ont commis des actes parfois complètement incroyables parce qu'ils ont eu un coup de folie, un coup de jalousie, un coup de haine, un coup d'alcoolisme, de drogue, et ça fait faire des choses absolument folles. Ça existe, c'est autour de nous. À bientôt, merci.